Bonjour à tous, bienvenue sur Mindset le média. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Baptiste. Bonjour Tim. Ravi de t'accueillir sur le plateau, Jean-Baptiste, et d'avoir traversé Paris, les nouvelles files de voies de covoiturage. qui m'ont t'ont donné du fil à retordre. Mais je suis là à l'heure. Voilà, Nous sommes en différé, c'est l'avantage. Tu es là et c'est ça qui compte. Merci beaucoup. Alors, je vais te poser la première question. Est-ce que tu peux te présenter, Jean-Baptiste ? Bien sûr. Et je m'appelle du coup Jean-Baptiste Achard. J'ai maintenant 33 ans. D'accord. Et je suis le cofondateur de Staffme, Ok. qui est une entreprise que j'ai montée. C'est ma seule expérience professionnelle puisque je l'ai montée à 25 ans. Excellent. À l'école. J'étais à l'ESSEC. Et D'accord. je l'ai montée à ce moment-là. Et depuis, je n'ai fait que ça. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de monter ça à l'époque ? C'est toujours une question qu'on me pose, Ouais. et c'est toujours une question à laquelle j'ai beaucoup de mal à répondre. D'accord. Parce que je pense que chaque entrepreneur le sait, on se lève pas un matin en se disant Eureka, c'est l'idée, Ouais. ce sera Staffme, ça va marcher comme ça, et ainsi Ouais. de suite. Donc je pense que ça vient de différentes inspirations. Moi j'étais étudiant, pendant mes études j'ai toujours travaillé, j'ai toujours trouvé ça un peu galère. Le format n'était pas forcément adapté. Je voyais à l'époque l'émergence notamment c'était beaucoup des applications sur smartphone, et je me suis dit, et la simplicité que ça a apporté dans notre vie en fait, Ouais. ce côté on demand, et je me suis dit en fait, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire autour de tout ça, le côté permettre à des étudiants d'avoir des jobs à la demande. C'est parti de ça, et puis après avec mon associé on a un peu itéré autour de tout ça pour arriver à Staffme en avril 2016. D'accord. Et en quelques mots, aujourd'hui, en 2025, Et ben aujourd'hui, ça a bien grandi. C'est une application sur laquelle il y a plus d'1 million de personnes waouh, qui est inscrite pour trouver des petits jobs. d'accord, donc C'est ça qu'on des les étudiants appelle. plutôt ? Plutôt des étudiants, c'est en majorité des étudiants. C'était avec eux qu'on a commencé D'accord. parce que ça se fait très naturellement. Ils cherchent en fait des jobs qui vont venir compléter leurs études. Et puis maintenant, on se rend compte qu'on a pas mal de personnes autres que des étudiants, à peu près 30%, 30-40%, D'accord. qui sont en fait des gens qui ont une activité principale, Ouais. qui est autre que celui de faire des petits jobs. Par exemple, un entrepreneur qui est en train de monter son business et son business ne génère pas assez de revenus pour lui permettre de vivre, et ben il va compléter en fait son activité principale en générant des revenus via des petits jobs. Ou ça peut être aussi un artiste par exemple, ou ce genre D'accord. de profil. D'accord. 1 million de personnes qui sont enregistrées chez Sur Staffme. l'application. tout à Incroyable, fait, ouais. incroyable. Et beaucoup de récurrents, de gens qui viennent régulièrement et qui, si on dissèque un peu ce million, alors sans rentrer dans les Oui. secrets. Alors il n'y a pas de secret, hein. Non, c'est 1 million enregistrés sur l'application, et après, à peu près, on a à peu près 3 à 5 000 personnes qui travaillent chaque mois. D'accord, ce qui est déjà considérable. Bravo. Alors, ce qui est drôle, je repense à ça, tu es probablement un des plus jeunes interviewés, invités que nous avons. Et en général, quand je demande aux gens de se présenter, ça dure un peu longtemps parce qu'ils parlent de leur première expérience, je suis de leur désolé, deuxième, du coup. de leur troisième. On a même eu un centenaire Ah bon. il n'y a pas très longtemps. On lui demandait ses secrets de jouvence. Donc, tu vois, c'est assez... Donc, j'imagine que l'entreprise, elle a beaucoup évolué au fur et à mesure. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les étapes clés qui ont fait que tu es arrivé là aujourd'hui ? Bien sûr, ça commence... J'allais dire ça commence par le lancement, mais non, ça commence un petit peu avant. Donc vraiment, avec mon associé, Amaury, à réfléchir en fait, autour d'une idée. Et ce qui est peut-être pas banal, c'est qu'on s'est d'abord dit, associons-nous, et puis ensuite on va trouver une idée. On n'est pas parti de l'idée, et après on a Donc c'était on a un de tes cherché- potes, c'était un de tes potes Non, d'école ? pas du tout. C'est ça qui est encore plus original, c'est que j'étais son stagiaire. Ok, Et donc c'était mon boss, d'une certaine manière. ok. Et il se trouve qu'en fait, lui avait un double parcours, à la fois d'avocat et d'entrepreneur. Il avait déjà monté 2 entreprises Ok. auparavant. Et moi, je venais de finir, donc j'avais fait du droit pendant 5 ans, l'école du barreau, et j'avais complété, parce que j'aimais les études, avec un parcours à l'ESSEC. D'accord. Et j'allais devenir avocat, mais pour autant, ça me tentait pas trop. Et donc, D'accord. j'en ai parlé avec lui, en fait. Et je lui ai dit, bah voilà, toi qui as déjà monté des entreprises et qui a aussi ce parcours d'avocat, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu me conseilles de faire en fait ? D'accord, Parce que ok. je pensais commencer comme avocat, puis au bout de 2-3 ans, partir et monter une boîte. Et il m'a dit, en vrai, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment pour monter ta boîte. Et en plus, si tu veux, moi, je réfléchis en ce moment à des projets.
Et donc, si tu veux, on y réfléchit ensemble. C'est ce Excellent. qu'on a fait. Donc, on s'est dit, OK, on s'associe. Donc, tu t'es Et associé- après, on a cherché une idée. Donc tu t'es associé avec un vieux. Il a Et quel bah, c'est âge vraiment par rapport on a à toi 20 ans d'écart. Ah oui, donc un c'est vrai vieux. alors, je sais pas, est-ce qu'on est vieux et aujourd'hui, Non, du non, coup, je il a plaisante. 52 ou 53. Je plaisante. Ok. Et donc, c'est une association intergénérationnelle. D'accord. Et vous étiez à combien au début Alors, au on capital est 2 avocats et on était à 50-50, ce qui est D'accord. assez original. Ouais. Parce que ouais, tous les avocats disent surtout ne faites pas du 50-50. ouais. Et nous, on a fait ça. Pourquoi pas en suivant notre formation ou nos intuitions d'avocat, plutôt en se disant, en fait, la force du 50-50, c'est que ça t'oblige à te mettre d'accord. Hmm. Et si tu te mets pas d'accord, en fait, tu te retrouves dans une vraie situation de blocage Oui. et qui peut mener jusqu'à la mort de la société. Donc, Bien en fait, sûr. ça oblige vraiment à se mettre d'accord et ça supprime un peu tout ce qui peut être... Enfin, je pense que ça évite des frustrations autour de l'ego à se dire, bah, voilà, si c'est moi qui avais eu 51% par exemple, peut-être D'accord. qu'Amaury serait dit, ah putain, c'est le picon là, qui gère le truc. Je comprends. Et là, à l'inverse, si c'était Amaury qui avait eu 51%, peut-être que j'aurais dit, ah bah voilà, mais bon, c'est toujours comme ça, celui qui a plus d'expérience. Bien sûr. Bien sûr. Et donc ça a bien marché. Et donc les grandes étapes qui te Et viennent en donc tête les grandes quand étapes, on te lancement pose la en question. 2016. Ouais. Ensuite, ça va assez vite puisqu'on lève des fonds tout de suite avec des business angels. L'année suivante, on lève Tu des avais fonds. levé combien la première fois 500 000 au lancement. D'accord. Et après, on a levé 3 millions l'année d'après avec D'accord. des fonds d'investissement. Et avec là, l'objectif de se dire, on va faire une boîte rentable, Ok. ce qui était assez original. À l'époque, ouais. À l'époque, c'était assez original. Mais on s'est dit vraiment, on va faire une boîte rentable qui a de l'impact sur notre industrie, qui est vraiment en fait l'emploi des jeunes. Oui. Donc on fait ça, on y arrive en 2 ans. Enfin, en gros, 2019, on est presque à l'équilibre. D'accord. 2020, un peu plus compliqué, mais on se décide néanmoins dans ce contexte-là à monter d'autres projets liés à StaffMe Ok. pour créer une sorte d'écosystème. Et D'accord. donc ok. on va créer 2 choses, un organisme de formation qui s'appelle la StaffMe Academy et en 2021 un programme d'intégration, donc une boîte relevant de ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique. Ok. Qui s'appelle l'accélérateur. Donc là, l'idée, c'est on a des promos annuels de à peu près 130 jeunes qu'on va accompagner pour leur permettre de se réinsérer ou de s'insérer, si c'est de la primo-insertion, sur le monde du travail. Et le tout en étant soutenu par l'État pour cette démarche. Donc ça, c'est 2021, 2020-2021. Là, on arrive à être à l'équilibre. Et en 2022, on est racheté par un groupe belge qui D'accord. s'appelle House of HR, qui est une D'accord. boîte assez importante puisqu'elle fait aujourd'hui plus de 3,5 milliards de chiffre d'affaires, D'accord. 6 000 employés, une croissance extraordinaire puisque en 10 ans, ils sont passés de 300 millions à 3,5 milliards. Incroyable. Et, House of HR. HR, ouais. Ok. C'est la maison des RH Ouais. en français, et qui est présente en Belgique, ce sont des Belges, Pays-Bas, Allemagne et France principalement. D'accord. Ils vous rachètent donc en 2023. tu dis 2022, été 2022. D'accord. En totalité ou En totalité, et à ce moment-là, cette opération, elle a vocation à faire 2 choses qui nous intéressent. C'est que historiquement, notre business, c'est un business de mise en relation entre des freelances et des entreprises. Oui. Et il se trouve qu'on a vu qu'il y avait aussi une opportunité pour offrir des jobs en salariat, D'accord. pas que en indépendant. Ok. Et on se dit, bah voilà, on voudrait monter peut-être quelque chose autour de l'intérim, portage salarial, mais ça représentait une complexité particulière. Et il se trouve qu'en fait, House of HR avait déjà monté ce projet-là sur quelque chose en France qui était très très similaire à StaffMe, qui s'appelait Now Jobs. Et donc D'accord. on se dit, ok, si on va avec House of HR, eh ben, ça va nous permettre de récupérer toute cette Je technologie, comprends. tout ce savoir-faire autour de l'intérim. D'accord. Et donc ça nous permet à ce moment-là d'avoir, et ce qui est le cas maintenant, d'avoir 2 offres en fait, une offre de freelancing en indépendant et une offre salariale. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de donner une dimension européenne au projet. C'était quelque chose qui était important pour nous et pour autant, on ne l'avait jamais fait. Alors, est-ce que c'était je sais pas, par peur, on sentait que c'était pas le moment. Oui, oui, bien sûr. Et là, en fait, House of HR avait Now Jobs, et là toujours, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique. Je Donc on comprends. s'est dit tout de suite, en fait, ça va donner une dimension européenne au projet. D'accord. Ce qu'on a maintenant, parce que maintenant, on est présent du coup en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et en France.
Et on fait en France du freelancing et de l'intérim. Mais génial, génial. Et aujourd'hui, vous êtes toujours actionnaire de la structure ou vous avez revendu la totalité de vos parts? Alors, nous, on n'est plus actionnaire de StaffMe, mais on est actionnaire d'House of HR. On D'accord. participe de cette grande aventure. Ok. Bah, bravo, monter, développer, vendu Voilà. et continuer à développer dans un grand groupe Exactement. plus important. Exactement. Et ça fait quoi d'avoir cédé les responsabilités, puisque c'est plus vous les patrons maintenant? En fait, c'est plus nous sur le cabis. Enfin, Ouais. c'est plus nous d'ailleurs. Si, on est toujours sur le cabis, mais on n'est plus la première ligne, disons. Ouais. Sur le quotidien, c'est pas très différent. Ouais. En tout cas, pour les équipes, pour l'entreprise, D'accord. la force d'House of HR, c'est vraiment d'avoir développé un modèle très décentralisé D'accord. où ils essayent donc, ils ont fait beaucoup de rachats d'entreprises Oui. et ils essayent de limiter au maximum l'intégration. Oui. Ou en tout cas, ils la limitent sur des dimensions très stratégiques que sont les finances Je globalement comprends. et tout ce qui est sécurité. D'accord. Et parce que leur intuition, c'est de se dire, on va racheter des entreprises qui sont en croissance, sur des niches, qui marchent bien. Et si on les intègre et qu'on les transforme complètement, en fait, elles vont perdre toute leur sève, saveur, le feu sacré Bien sûr. qui fait qu'elles vont très vite. Et donc, vraiment, ils ont ce côté très décentralisé. Je comprends. Et donc, vraiment pour les équipes et le projet, ça n'a pas changé énormément. Après, pour moi, évidemment, ça a pas mal changé puisque aujourd'hui, je suis d'une certaine manière l'interface avec un beaucoup plus gros groupe. Oui. Mais j'apprends énormément de choses sur comment fonctionne une entreprise qui fait plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec 6000 salariés, dans cette configuration très particulière, très décentralisée. D'accord. Et j'ai la chance d'avoir la confiance à la fois de la CEO dont je suis très proche et aussi de l'actionnaire principal qui est un fonds américain qui s'appelle Bain Capital. Ouais. Et donc ça permet vraiment d'avoir cet apprentissage quotidien et c'est ça qui me plaît. Mais c'est génial. Et en plus, vous avez réussi à faire un exit et à faire un cash-out, comme on dit dans le jargon, un petit peu, parce que ça fait aussi partie du jeu. Tout à Quand fait. on prend le risque, quand on est entrepreneur, qu'on développe. Et vous avez peut-être revendu au bon moment aussi, avec des valorisations qui étaient meilleures que C'est ce que c'est possible aujourd'hui. C'est possible. Il y a parfois, je revois et je me dis, en fait, on était peut-être un peu, d'une certaine manière, dans tout ce qui est, on pourrait appeler ça HR Tech. Ouais. J'ai un peu l'impression d'avoir été le dernier, d'avoir fermé la porte Ouais. derrière moi. Ouais. Voilà, après, c'est des histoires de cycle. Donc, Ouais, bien sûr. je pense que ce qui est important, c'est, on y reviendra peut-être, mais d'être résilient et puis d'attendre le prochain cycle. Et je suis sûr qu'il y en aura d'autres Bien sûr. très prochainement. Mais en tout cas, bravo pour ce parcours. Je suis très, très admiratif. Est-ce que maintenant tu peux nous... on s'est attardé sur la présentation et tant mieux, comme quoi une seule Voilà. expérience... Je suis pas centenaire, mais tu n'es pas centenaire, mais c'est incroyable aventure et qui n'est pas finie. Est-ce que tu pourrais maintenant nous donner ta définition du mindset? alors oui, du coup, comme je sais que c'est le thème de ce podcast, j'y ai un peu réfléchi. Et je pense que je définirais d'abord le mindset par ce qu'il n'est pas. D'accord. Je dirais d'abord que ce n'est pas comment dire, un sentiment qu'on peut avoir, une sensation éphémère. Je pense que c'est vraiment quelque chose de, par exemple, je suis de bonne humeur ou quelque chose de ce style. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus ancré. D'accord. Et qui est vraiment lié aux attitudes qu'on peut avoir, aux croyances, aux intentions. Et ces trois choses qui font que en fait, ça va orienter tout ce qu'on fait dans notre vie, que ce soit nos relations, nos projets. Et donc, pour moi, en tout cas, c'est vraiment quasiment un système... d'exploitation. Exactement, mon système interne. D'accord. Qui va guider en fait ce que je fais au quotidien et ce pourquoi je me lève le matin. Donc, je dirais que parfois on a un peu la pression de dire en ce moment t'es pas dans un bon mindset ou mais ça veut dire que t'es pas de bonne humeur et pour moi c'est pas ça, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus ancré et beaucoup plus déterminant en fait sur la façon dont tu abordes ta vie, qu'elle soit personnelle, professionnelle. Et tes relations, encore une fois tes projets, la façon dont tu les construis, tu les vis, tu les partages. D'accord, donc un ancrage profond qui va te permettre de réagir à des situations à un moment donné de façon différente. Tout à fait. Ok, très clair. Et ton mindset à toi, c'est quoi, Jean-Baptiste? Eh ben, je dirais que c'est un mindset d'entrepreneur. Ok. Alors, et qu'est-ce que ça veut dire un mindset d'entrepreneur? Voilà, c'est quoi? Eh ben, je pense que c'est
c'est des qualités, c'est la curiosité, D'accord. le fait d'être ouvert aux autres, à découvrir des choses, à s'intéresser, à se passionner pour des choses, à vouloir toujours aller au fond des sujets. Donc cette curiosité, je pense Mais donc curiosité active en fait, pas active. juste. Ouais, Oui. Tu vas aller jusqu'au fond des sujets, tu vas t'intéresser pour Essayer de comprendre voilà. comment marchent les choses, Ok. comment elles fonctionnent, comment elles sont ordonnées, par exemple, moi j'ai une anecdote, dès que je rentre dans un endroit, j'essaye d'imaginer toujours, c'est mon grand jeu, D'accord. comment ça fonctionne, je rentre dans un restaurant, je me dis ah tiens, combien il pourrait faire à peu près de chiffre d'affaires, quel est le D'accord. panier moyen, comment il attire ses D'accord. clients, etc. D'accord. Donc ça, je pense que c'est être curieux, et donc ça passe par avoir cette façon de réfléchir, et aussi aller vers les autres, parce que le plus simple pour savoir combien fait le restaurant, quel est le panier moyen, c'est d'aller discuter avec le patron du restaurant. Ouais. Donc ça, c'est la première chose, la curiosité. Je pense une certaine forme de croyance qu'on est sur la bonne voie. Et donc c'est très difficile, parce que c'est à la fois de la persévérance, et en même temps il faut pas tomber dans l'obstination. Oui. Et ça, c'est toujours un peu la ligne de crête qu'il faut tenir, et qui est pas évidente. Mais je suis persuadé que l'entrepreneur, c'est celui qui voit quelque chose, une étoile. C'est Adam Smith qui disait ça, qui est plus connu pour la main invisible, mais il y a aussi une théorie qui est qu'en fait l'entrepreneur suit une bonne étoile que les autres en fait ne voient pas, et qui fait que tous les autres le prennent pour un fou, qui prend des risques, qui fait des choses qui sortent de l'ordinaire. Je comprends. Et moi, je pense que c'est vraiment la force, et c'est en ça que en fait l'entrepreneur, d'une certaine manière, tire la société vers le haut, la fait avancer, la fait progresser, permet au monde de tourner mieux d'une certaine manière. C'est parce que en fait, il croit à quelque chose, et il s'accroche à une étoile que le reste des personnes ne voient pas, et où en tout cas se disent mais il a un comportement parfois un peu irrationnel. Donc je pense qu'il y a une certaine folie. Je comprends. Et puis après, peut-être une dernière chose qui est justement ce côté, cette résilience, ce côté je ne lâche rien, je suis un acharné Je comprends. de mon projet. Je comprends. Donc 1, de la curiosité, 2, de l'ouverture, 3, une vision d'une étoile que personne ne voit, et enfin je l'ai dit, ne jamais rien lâcher. Et ne jamais rien lâcher. La résilience en fait. Mais ça, je suis assez d'accord avec toi. Les entrepreneurs qui réussissent, à un moment, sont focus, et ils ont des hauts et des bas. Et avant d'arriver là où ils sont, souvent, alors toi, bravo, tu as réussi du premier coup. Bah je sais, il y a souvent mais pas c'est mal... d'autant plus, ça me met d'autant plus la pression. Parce que mais... quand il faudra que j'y retourne. Voilà, non, mais c'est vrai, mais parce qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont monté plusieurs projets et qui n'ont pas réussi jusqu'à ce que le dernier marche bien. En fait, c'est le chemin qui leur a permis d'en arriver là. Et j'en profite pour saluer ton autocollant. J'ai pas fait exprès. Ouais, incroyable. Mindset is everything. Donc c'est sur le dos de ton portable. Je pensais que tu l'avais collé juste en arrivant. Non, ça fait 6 mois que je l'ai et je l'aime beaucoup. Parce que, donc, du coup, pour ceux qui le voient à l'écran, désolé pour ceux qui sont en audio, donc je vais le décrire. C'est un autocollant que j'ai sur mon téléphone avec marqué Mindset is everything. Et en fait, on voit un petit poisson rouge qui a un casque qui représente une aile de requin. Donc bon, là c'est pour le coup, c'est vraiment, et je le mets toujours comme ça un peu en évidence pour les équipes, en leur disant, là c'est vraiment le côté un peu entrepreneur, enfonceur de porte. C'est le côté, c'est ce qui va te définir. C'est pas forcément ce que t'es, donc où tu es né, d'où tu viens, tes études, d'où tu viens, etc. C'est ce que tu fais de ta vie, et la façon dont, justement, on parlait de ton système d'exploitation fonctionne, et les décisions qu'il va te faire prendre. Et c'est pour ça que j'aime bien ce petit autocollant, et que je présente à tout le monde. C'est super, tu me diras où tu l'as acheté. Alors, la question qui va ensuite, c'est quelle est ta définition de la culture d'entreprise, et pourquoi, selon toi, c'est important? Et puis après, tu vas nous donner la culture d'entreprise de StaffMe, forcément. Alors, pour moi, la culture d'entreprise, c'est un peu comme la sève d'un arbre. C'est vraiment ce qui lui permet à la fois de vivre, et puis surtout de grandir. D'accord. Et c'est quelque chose, du coup, d'hyper important, parce que c'est ce qui crée du collectif, ce qui embarque tout le monde dans une histoire, et qui permet justement de s'élever, de grandir, d'aller plus loin.
Nous, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup capitalisé depuis le tout début. Autour de... Je pense que c'est aussi très lié à qui tu es. À ton mindset. À ton mindset, bien sûr. exactement. Ce côté conquérant, envie de mieux faire, curieux, essayer d'aller chercher les opportunités là où les gens ne voient que des obstacles. Bien sûr. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on a essayé d'insuffler depuis le début dans l'entreprise. Alors, je fais un pas en arrière. Tu parlais de ton associé donc, qui s'appelle Amaury. Amaury, ouais, tout à fait. Amaury, quel est son mindset selon toi? Et comment est-ce que, justement, vos deux mindsets ont finalement contribué à la création d'une culture d'entreprise pour StaffMe? Alors, je pense que Amaury, il a le même mindset que moi. Globalement, c'est un entrepreneur, etc. On n'a pas les mêmes traits de caractère. Ok. Et c'est en ça qu'on se complète très bien. D'accord. Alors, qui fait quoi? Alors, c'est pas tant sur les compétences, parce que c'est vraiment une entreprise qu'on a fait à 4 mains. Ok. C'est beaucoup plus sur je dirais, les tempéraments, les caractères. D'accord. Amaury, c'est quelqu'un d'hyper créatif, vraiment un fonceur, mais très anxieux, très stressé. Donc il y va et il flippe, mais il y va quoi. Ouais, il y va, il a 50 000 idées, c'est l'énergie même, fait homme, disons. Ouais. Alors que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de sang-froid, j'ai un côté presque très détaché par rapport à beaucoup de choses. D'accord. Les gens parfois me disent que j'ai un côté robotique parce qu'ils ont l'impression que tout me passe dessus, que ce soit les moments exceptionnels où ils se disent mais il est pas pris exceptionnellement heureux, et les moments très difficiles où il est pas exceptionnellement affecté. D'accord. Et ça en fait ça se complète hyper bien avec Amaury, puisque d'une certaine manière lui c'est un peu le feu et moi je suis plus l'eau, quoi. D'accord. Et on s'est rendu compte, et c'est aussi le 50-50, que pour bien réussir il fallait souvent qu'on aille chercher en fait le point d'équilibre entre nos deux opinions, entre nos deux façons de voir les choses, parce que souvent c'était justement la bonne voie de passage, ce point d'équilibre. Que si on suivait 100% ce que faisait Amaury, ça allait partir un peu dans tous les sens, et ça allait très vite. Et si on suivait 100% ce que je voulais, et bien là on allait déjà pas aller très vite, parce que je suis plus calme, etc. Et donc souvent on se disait ok, comment on fait pour réaxer tout ça? Je comprends, mais ça fait pas une demi-décision du coup si on coupe un peu la poire en deux à chaque fois? Non, parce que lui est assez extrême. Exactement. Côté positif du terme. Exactement. Ok. Exactement. Ok, je comprends. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu dis en fait, on a un peu le même mindset, mais ça pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, on fait bien la différence entre le mindset et le caractère et le tempérament. Oui, je pense que ça n'a rien à voir. Exactement. Je pense que le mindset c'est beaucoup plus de l'ordre de... Alors souvent ce mot est beaucoup utilisé, mais des valeurs, de ce qui te constitue et de la façon dont tu abordes le monde. Ouais. Mais tu peux avoir le même système entre guillemets de valeurs et la même façon d'aborder le monde, mais des caractères très différents. Il y en a un qui peut être colérique et l'autre très calme. Tout à fait. Donc non, ça a beaucoup. Je pense que c'est plus sur ce côté. Peut-être on a plus peut-être bâti la boîte sur le mindset et la façon d'aborder les problèmes, le monde qui nous entoure et la façon dont on voulait bâtir le projet, plus que sur nos caractères respectifs. Je comprends. Et alors justement, donc, comment vos mindsets ont forgé la culture d'entreprise de StaffMe, et est-ce que cette culture, elle a évolué ou vous êtes resté fidèle à des points d'ancrage Elle a évolué. forts? Elle a évolué, c'est très clair qu'elle a évolué. En fait, elle a évolué, mais je dirais qu'elle a évolué à partir du moment du rachat. D'accord. C'est-à-dire que jusqu'à 2022... Alors, c'était comment avant 2022? On avait une valeur qui était la première, qui est une valeur très clivante, qui était esprit de famille. Oui. Là où tous les gens disent esprit d'équipe, team spirit, nous on avait esprit de famille, et c'était vraiment super important pour nous. D'accord. Et ce qu'on mettait derrière, voilà. Alors qu'est-ce que tu mets derrière? C'est la solidarité, le côté on vit ensemble, on meurt ensemble. C'était ce côté très ensemble et à la fois très intense. Ok. Et je pense que ça marchait très très bien dans un contexte de développement d'un projet, déploiement d'un projet, où il y a besoin de, ce que je dis souvent, si on veut faire décoller une fusée,
peux pas le faire en craquant des allumettes, quoi. Non. Il y a besoin vraiment de mettre beaucoup d'énergie. Ouais. Et ça doit être évidemment porté avant tout et en majorité par les fondateurs. Oui. Mais il faut aussi un noyau dur de personnes qui croient beaucoup dans le projet, qui ont ce même état d'esprit. Donc ça, c'est vraiment les premières années. Et depuis 2022, où on est... Et Alors, même pardon, si on n'est pas... et pardon de te couper, quelques exemples concrets d'esprit de famille. Par exemple, la façon dont tu recrutais ou la façon dont vous gériez une décision quand il y avait un grave problème. Quelques exemples. Moi, j'illustrerais deux choses. Je pense qu'il y a deux illustrations. Le premier, c'est un vrai souci de transparence. Ok. Donc on a essayé vraiment qu'au maximum il n'y ait pas de non-dit. On essayait vraiment d'être Transparent, vraiment super transparent, très Ouais. présent Ok. au sein des équipes, pas du tout le côté tour d'ivoire, détaché, etc. Et une deuxième illustration, c'est les séminaires qu'on faisait. D'accord. Et on a arrêté un peu pour des raisons écologiques. Ouais. Mais on allait, et ça, je pense que ça a vraiment soudé L'équipe, l'entreprise chaque année pendant une semaine à Djerba. Excellent. D'accord. Et donc ça, c'était la fête non-stop. Et vraiment, ça a créé une espèce d'émulation Je d'ambiance comprends. vraiment très, 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 très forte autour d'un noyau dur qui... et c'est amusant, là on a fait il y a quelques jours les 9 ans de Steph Me, on a fait une soirée à cette occasion parce qu'on aime beaucoup les soirées. Ouais. Et on s'est tous retrouvés et c'est vraiment des amitiés hyper fortes qui se sont créées. Ouais, je comprends. Mais il y a un petit côté. On a même des bébés, Ah oui. enfin, un bébé. D'accord. Mais s'il y a un petit côté positif, école de commerce, étudiants, Oui, on il y avait fait la beaucoup de fête. ça. Il y avait et beaucoup on du côté un continue, peu BDE, ça c'est ouais. vrai. Ouais, Ça d'accord. c'est vrai. Ok, très bien. Et maintenant, Alors, je oui, pense qu'on maintenant- s'est un peu assagi. Ouais. On s'est un peu assagi. Et puis, il y a eu le rachat. Oui, il y a eu le rachat. Mais je pense qu'aussi ça correspond à une certaine manière à une plus grande maturité aussi Ouais. chez un des deux fondateurs. On ne dira pas Voilà, qui. on dira pas lequel, on imagine. Et donc, je pense qu'à partir de 2022, le fait d'être dans ce contexte beaucoup plus international, de plus corporate, hein, faut pas Ouais, avoir bien peur sûr. des mots, Bien sûr. a fait que du coup on a lâché cet esprit de famille et maintenant on a deux valeurs fortes qui sont We are goal getters. Ça c'est super important pour nous et ça rejoint un peu le côté We are goal gator. goal getters. Donc vraiment on va c'est justement ce côté un peu étoile, on va chercher, on va s'accrocher D'accord. à des objectifs et on va tout faire pour y arriver. Ok. Et le deuxième c'est We are grateful. Donc on est reconnaissant D'accord. d'une certaine manière, puisque voilà, c'est quelque chose qui est important pour nous, c'est que dès que en fait, on a des choses qui nous arrivent, qu'on arrive justement à ces objectifs, dire qu'on est reconnaissant pour à la fois le travail qui a été fait, les clients qui nous ont apporté ces missions, les staffeurs qui sont allés en mission, D'accord. etc. D'accord. etc. D'accord. Et donc ça s'incarne par exemple avec des bonus ou des choses comme ça. Oui, des bonus, on a beaucoup de programmes d'incentives. D'accord. Donc c'est souvent un truc qu'on fait. Là, par exemple, on fixe des objectifs et en fonction de ces objectifs, si on les atteint, on peut débloquer des choses. Donc, par exemple, l'été dernier, on avait fait un système où à un certain palier de chiffre d'affaires, on avait tous 20 euros de bons cadeaux. Un autre palier, on avait tous des nouvelles lunettes de soleil D'accord. d'une marque que je ne citerai pas, puisqu'il ne faut pas D'accord. citer les marques. D'accord. Ensuite, un voyage et ainsi de suite. D'accord. Et donc, on essaye de faire vivre aussi cette culture du résultat. Je comprends. Et est-ce qu'il y a des gens dans l'équipe originale qui ont mal supporté justement un peu ce changement de culture après ce rachat et pourquoi? Et est-ce qu'ils sont restés ou est-ce qu'ils sont partis? Alors, je dirais pas mal supporté. Il y en a aujourd'hui pas mal qui sont partis depuis le rachat, qui étaient là au début. Oui. C'est pas mal supporté. Je pense qu'en fait, c'est une histoire de cycle de l'entreprise. Oui. Et juste, ils se sont dit qu'ils n'étaient pas forcément de ce cycle-là, Oui, je qui est comprends. plus, encore une fois, qui est plus corporate, qui est moins bricolé, qui est moins intense. Hmm. Et donc, c'est assez amusant, puisque ceux qui sont partis, souvent,
en fait, se lancent eux-mêmes dans des projets entrepreneuriaux. D'accord. Et donc, on a une qui a ouvert un restaurant, un autre qui lance une application. Enfin bref, on a pas mal de projets comme ça, de personnes qui étaient là au début et qui se sont dit, en fait, après cette phase-là, c'est à moi d'y aller. Oui, et l'adrénaline, je vais aller la chercher moi-même. Exactement, moi-même. Et moi, je trouve ça super beau parce que franchement, si d'une certaine manière, on a pu participer à former Bien ou sûr. à inspirer, faire naître des vocations d'entrepreneurs, le pari est réussi. Bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, donc, tu m'as dit peut-être tout à l'heure, ou j'ai oublié, vous êtes combien On est 90. 90, donc basé à Paris uniquement? À Paris et à Marseille. D'accord. Pourquoi Marseille? Parce qu'il fait beau. Et que c'est Bonne une belle réponse. ville. Non, c'est arrivé un peu par hasard. Il se trouve qu'au moment du Covid, après le Covid, on a pas mal qui voulaient bouger à Marseille. Dont un qui était Augustin, qui est le premier salarié avec qui on avait monté l'organisme de formation. D'accord. Et au début, il voulait partir dans le Queyras, donc à la frontière des Alpes italiennes. On lui a dit que ça va être compliqué, on vient de monter un projet ensemble, vous êtes 7 ou 8, on va pas aller dans le Queyras. Ouais. Donc on lui a dit, trouve-nous une alternative. Et il nous a dit, Marseille. Enfin, quelques semaines après, il nous a dit, je pars à Marseille, est-ce que ça vous plairait? On a dit, vas-y, go. Vois avec tes équipes. Il a fait bouger, je crois, 6 personnes sur 8. Incroyable. Et puis après, il a construit à Marseille le business. Et donc, du coup, on a un bureau à Marseille. Donc, il est toujours là-bas, lui? Exactement. D'accord. Ouais. Et en termes de communication entre Marseille et Paris, est-ce que vous vous voyez tout le temps physiquement? Enfin, pas tout le temps, mais souvent. Vous faites des visios. Est-ce qu'il n'y a pas la distance? Est-ce qu'il n'y a pas les Parigots d'un côté et les Marseillais de l'autre? Est-ce qu'il y a des mindsets différents? Ou est-ce que vraiment, c'est un... Non, il n'y a pas de friction? Non, il n'y a pas de friction. Non, sauf les soirs de PSG-OM. Normal. Et encore, c'est beaucoup des Marseillais d'adoption. Donc, ouais, des faux Marseillais. C'est un peu des faux Marseillais. D'accord. Mais non, il n'y a pas trop de difficultés, beaucoup de visio. Bon, après, maintenant, nous, il y a entre ça, et puis après, on a la Belgique aussi, où on est souvent. On avait un bureau à Lille, on l'a fermé finalement. Donc non, franchement, ça se fait bien, et on arrive bien à échanger. Et puis Marseille, c'est facile. Hein. Enfin, moi, je le fais quasiment... je l'ai fait sur la journée, et souvent, je le fais sur 2 jours. Ouais. D'accord. Non, c'est facile. D'accord. Et aujourd'hui, donc toi, tu es toujours aussi, forcément, mais tu es toujours aussi passionné par le projet, le fait de... Parce que finalement, tu as coché une case dans le sens positif du terme, tu as revendu. Et aujourd'hui, tu continues à t'épanouir beaucoup. Tu vas pas dire le contraire. Non, mais surtout, en fait, la question, c'est aussi... Comment tu t'épanouis? Ouais. Et moi, ce que je m'épanouis, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un de super curieux. Ouais. Et donc, je me nourris de l'apprentissage. D'accord. Ce que j'aime, c'est apprendre des choses. C'est comprendre, essayer d'imaginer, de comprendre, d'expérimenter, etc. Et ce qui est vrai, c'est que c'est un contexte complètement différent. Oui. Mais vraiment, tous les jours, j'apprends des trucs. D'accord. Sur comment on gère une boîte de 6000 salariés quand on est la CEO. Et qu'on est une femme et qu'on doit gérer, il y a 54 boîtes différentes. Hyper compliqué. Et donc elle gère en fait 54 CEO qui sont la plupart du temps des hommes qui ont des caractères bien trempés parce que souvent c'est des fondateurs de leur entreprise qui a été rachetée. Et voilà, et elle gère ça. Et ça, je trouve ça passionnant. Oui. J'adore. Tu apprends beaucoup à ses côtés. Ouais. Pareil, moi je connaissais un peu le private equity, mais je savais pas ce que c'était. Vraiment le private equity façon Bain Capital, où on va investir plus d'1 milliard dans une entreprise. Incroyable. Et puis on va essayer de l'amener vers des nouvelles étapes que sont l'introduction en bourse, etc. Ça, j'apprends tous les jours avec eux. J'apprends aussi de la dimension européenne du projet. Ça, c'est super intéressant. De voir comment ça se passe en Belgique, comment ça se passe aux Pays-Bas, comment ça se passe en Allemagne. Essayer de comprendre quelles sont les particularités. Et donc, j'ai cette chance-là aussi d'être au board de NowJobs, donc du projet européen. D'accord. Et ça me permet vraiment de m'épanouir tous les jours sur ce projet-là. Et puis, je crois beaucoup au projet français, où je me dis qu'aujourd'hui, certes, on fait plein de choses, on touche pas mal de monde, mais quand on regarde à l'échelle du potentiel qu'a Staffme, c'est-à-dire le marché du recrutement ponctuel, oui. On est un microbe. Mais quand tu dis le recrutement ponctuel, je veux dire un gros mot ou pas, c'est l'intérim? C'est intérim, ouais. C'est intérim. En fait, tu as modernisé
Oui, tout à fait. l'intérim avec une application Tout à fait. et avec des codes un peu plus modernes et de la réactivité. Tout à fait. Et c'est exactement ça. En gros, l'idée, c'est vraiment de faire du travail à la carte. Donc, l'émission, ça va être vraiment quelques heures, quelques jours, parfois quelques semaines, mais c'est plus rare, D'accord. avec vraiment cette immédiateté. Ce qu'on D'accord. voit, c'est que 75% des émissions sont postées moins de 48 heures avant leur démarrage. Je comprends. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a je sais pas moi, un restaurant qui a un coup de bourre. Par exemple, un fast-food qui est juste à côté du Stade de France. Demain, c'est le concert de Nino. Je comprends. Et du coup, il a besoin de 35 personnes pour faire tourner son fast-food. Bah, tac, il va sur l'application. Je comprends. Quelques minutes après, il a les personnes qui viennent l'aider. Et derrière ça, en fait, on a 2 modes contractuels qui sont l'intérim et 2 le freelancing. Et ça dépend Je en fait comprends. des besoins. Et ton modèle économique, en 2 mots, il est comment? C'est très simple. En fait, on prend une commission sur les heures vendues. D'accord. Donc après, il n'y a pas d'abonnement, pas de frais pour s'inscrire sur la plateforme, pour créer des viviers sur la plateforme, pour accéder à des profils et tout. Ça, il n'y a pas de frais. Mais par contre, quand on travaille avec une personne par l'intermédiaire de la plateforme, à ce moment-là, nous, on prend Une une commission. commission à l'heure. D'accord. Qui est publique. Qui varie, alors ça dépend. En freelance, elle est autour de 20%. D'accord. Et en intérim, elle est plutôt autour de 15%. D'accord. Ok, très bien. Et c'est un marché aujourd'hui qui croît en France, l'intérim? Non, l'intérim, c'est un marché très complexe Ouais. actuellement. Alors, c'est un très gros marché. C'est un marché qui fait 25 milliards. D'accord, en France. En France. En D'accord. France seulement. C'est tellement gros chez les 3 acteurs principaux qui sont des acteurs internationaux et non français, que sont Manpower, Adecco et Randstad. Oui. Très souvent, chez eux, la France est une région du monde à part entière. Il y a D'accord. l'Europe, l'Amérique D'accord. et la France, tellement c'est D'accord. un marché Ok. important pour l'intérim. Ok. Et c'est un marché qui connaît pas mal de difficultés depuis 2 ans à peu près. D'accord. Qui aujourd'hui est en recul. C'était moins 10% l'année dernière à peu près. Et ça va faire à nouveau moins 10% là, sur les premiers mois de l'année. D'accord. Ce qui est en fait qui suit l'évolution du marché de l'emploi. Oui. Ce qu'on voit, c'est que souvent, c'est d'ailleurs un des signes C'est précurseurs qui annonce soit une baisse du chômage, soit, comme c'est le cas Une en ce moment, une remontée. hausse du chômage. Ouais, ouais, donc, et donc toi, tu vois l'année 2025 comme étant pas fameuse. Tu vois une reprise. Est-ce que justement, si tu es à l'avant-garde de l'emploi en France, est-ce que tu vois une reprise se profiler? Donne-nous un peu des bonnes nouvelles. Alors, je veux la vérité. désolé. Alors, Alors la ouais. vérité. Ouais, la vérité. Non, la vérité, c'est que pour l'instant, ça reste assez calme. On voit pas les signes Tu vois pas d'une l'embellie. remontée. Non, on voit pas l'embellie. On D'accord. voit pas l'embellie. Ça fait assez longtemps que ça dure. Donc souvent, c'est des cycles. Et donc, on peut imaginer que après 2 ans, normalement, ça devrait changer on devrait changer de cycle. Oui. Voilà, mais pour l'instant, on le voit pas. Tu vois pas très l'embellie. honnêtement, on voit Et- pas. Et si tu le compares par rapport à d'autres pays d'Europe, c'est nous qui sommes au fond du seau en France ou il y a d'autres pays où c'est compliqué? Non, alors ça dépend. L'Allemagne, c'est mieux. D'accord. Bizarrement, alors qu'ils sont en récession ouais. et que, ils n'ont pas de croissance. L'Allemagne, c'est un peu mieux en ce moment, mais je pense que c'est aussi beaucoup porté par tous les plans d'investissement qui ont été annoncés avec le nouveau chancelier, etc. Les Pays-Bas, c'est moyen, et la Belgique, c'est très bien parce qu'en fait, ils ont créé un statut spécial il y a 4-5 ans pour notamment tous les métiers en tension. D'accord. Où en fait c'est comme de l'intérim, mais encore plus flexible. D'accord. Donc ils ont supprimé certaines choses, notamment le délai de carence, qui est en fait le délai minimum qu'on doit avoir entre 2 contrats, les motifs de recours, pourquoi on fait appel à D'accord. de l'intérim. Et donc ça leur permet d'avoir une forte croissance sur le secteur de ce qu'on appelle des flexi-jobistes, Je comprends. qui sont justement ces étudiants, retraités, personnes qui font un side job, qui vont aider dans les métiers en tension. Mais oui, clairement, tu as une mission presque sociale, puisque tu vas aider à des gens qui ont déjà un job où ils ne gagnent pas assez bien leur vie, ou qui sont à la retraite et qui ont une retraite trop faible, pour avoir des compléments de revenus. Tout Donc, à fait. C'est quand même très noble comme raison d'être. Ah bah nous, c'est sûr que c'est aussi... Enfin, quand on interroge les gens sur pourquoi ils sont venus chez Staffme, alors, certes, il y a une super ambiance, voilà, je pense qu'ils sentent que les valeurs qui sont sur les murs se vivent dans l'entreprise. Oui. Mais la première chose qu'ils nous disent, c'est ce qui m'a amené chez vous, c'est le projet en fait que vous portez. Parce que j'ai vécu cette situation quand j'étais étudiant.
parce que je vois le bien que ça peut apporter dans la société, parce que je crois en la valeur du travail. Et donc, ils se disent, c'est un bon projet dans lequel je veux m'inscrire. Très bien. Et donc, si on se projette un petit peu, par exemple à 3 ans ou à 5 ans, même si c'est impossible à notre époque, Ouais. quels seraient les développements possibles ou les projets un peu structurants que vous auriez en tête? Ou est-ce que peut-être qu'un jour tu feras autre chose? Alors, quels ça dépend, StaffMe ou moi. Alors, StaffMe, commençons Alors, par StaffMe. StaffMe, pour commencer par StaffMe, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Donc là, l'idée, c'est de continuer en fait à explorer des nouveaux secteurs Oui. pour croître, de se faire toujours plus connaître. Après, on travaille beaucoup aussi autour de la création de contrats un peu spéciaux Oui. qui s'adapteraient super bien à notre modèle, à la manière de ce qui se fait en Belgique, ce qui existe en Allemagne, ce qui existe dans les pays scandinaves, et notamment ce fameux contrat étudiant, puisqu'il y a une sorte de paradoxe français. La France, on est un des pays où les étudiants travaillent le moins, puisqu'on est à moins d'un étudiant sur 2 qui travaille à côté de ses études. D'accord. Et ce dont on est persuadé, c'est que ça a un lien après sur leur employabilité à la sortie de leurs études. Et quand on regarde, par exemple, en Allemagne, c'est un des pays où les étudiants travaillent le plus à côté de leurs études. Et c'est là où le taux de chômage des jeunes, donc autour de 25 ans, est le plus faible. Okay. Pareil en Belgique. Et donc nous, on travaille sur ça avec le gouvernement. Donc il y a probablement un petit lien de causalité, en effet. Voilà. Et donc on travaille sur ça pour introduire un modèle de contrat étudiant. Donc ça fait partie aussi des projets. Et puis après, on travaille sur d'autres modèles aussi autour de la formation, parce qu'on a cet organisme de formation, autour de la formation pré-recrutement. D'accord. Alors vous faites quoi exactement en formation chez StaffMe? Alors aujourd'hui, en formation, on fait 2 choses. On propose via la StaffMe Academy des formations pour les staffeurs, donc ceux qui sont sur la plateforme, pour leur permettre d'ajouter des cordes à leur arc ou des lignes sur leur CV. D'accord. Et depuis peu, on a développé aussi tout un service à destination des entreprises pour leur permettre, quand elles ont des besoins de recrutement importants, par exemple l'ouverture d'un restaurant ou des choses comme ça, d'aller recruter des personnes qui ne sont pas forcément à 100% compatibles avec le job, qui sont à 85% compatibles. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va les former en amont de ce recrutement. On va leur dire, OK, bon, voilà, vous prendre... Il vous manque ça. Voilà, il vous manque, vous avez besoin de, 10 employés polyvalents. Nous, on en a trouvé 10. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les former pendant 3 mois avant leur prise de poste pour qu'ils soient totalement opérationnels le jour J. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a du coup beaucoup moins de turnover au début, les périodes d'essai ne sont pas arrêtées et les gens s'inscrivent vraiment dans ce projet. Donc ça, c'est le deuxième modèle qu'on est en train de développer aussi. D'accord, donc de quoi t'amuser encore largement. Pas mal. Et tu te verrais un jour remonter une boîte, faire autre chose Et à titre personnel, moi, j'ai vraiment l'envie d'entreprendre. D'accord. Donc là, j'accompagne des projets à côté, un peu en business angel. Et puis lesquels tu peux nous en citer un ou deux que tu accompagnes? Ouais, bien sûr. Là, une boîte que j'aime beaucoup en ce moment, par exemple, c'est une boîte bordelaise qui s'appelle Clark, K-L-A-R-K, qui fait en fait une intelligence artificielle pour aider les personnes qui sont dans les services clients à répondre aux demandes des utilisateurs. D'accord. Et c'est une boîte qui marche super bien, qui a plein de clients, back market, Bash. Voilà, plein de clients, grosse croissance. Et donc c'est très amusant parce que je revois un peu les débuts de StaffMe là-dedans. D'accord. Oui, et puis tu as pas mal de choses à donner parce que moi, comme j'aime bien dire, il faut faire la connerie soi-même une première fois pour ensuite pas la refaire et expliquer aux autres comment ne pas la faire. Tout à fait. Bon, après, je donne mes conseils, c'est gratuit. Et ils se débrouillent très bien. Je pense qu'ils en prennent 1 sur 2. Et tu as investi dans beaucoup de sociétés? Dans combien de... Non, j'ai investi dans une petite dizaine de projets. Quand même. Ouais. Quand même. Et celui qui fonctionne le mieux, c'est celui-là? Je dirais, c'est Clark, ouais. En ce moment, c'est Clark. Bon, après, ils surfent sur toute cette vague. Ils ont été assez précurseurs parce que c'est une boîte qui s'est lancée il y a 2 ans. D'accord. Et ils ont été très précurseurs sur ce côté intelligence artificielle, service client, etc. Et donc, du coup, ça marche bien. Et qu'est-ce que tu constates dans ton portefeuille, justement, dans les boîtes qui réussissent et celles qui réussissent moins bien? Si on se penche sur l'humain et qu'on revient à notre sujet de mindset et de culture, est-ce que tu vois une corrélation évidente avec le mindset des dirigeants et leur réussite, ou la culture qu'ils ont commencé à bâtir et là où ils en sont aujourd'hui? Ouais, c'est une très bonne question. Je pense que c'est vraiment sur le mindset des dirigeants que je
prononcerais, en fait, ce que je vois, et c'est un peu un constat général, c'est que c'est ceux qui mettent vraiment les mains dedans et qui sont très opérationnels qui réussissent le mieux, en fait. D'accord. Parce que, surtout quand on est vraiment sur des démarrages de projets comme ça, j'en vois beaucoup encore qui sont trop à phosphorer, à réfléchir et qui se Confronte qui pas à se la confrontent réalité. pas exactement, Au terrain. où ça frotte pas assez avec le terrain, avec les futurs clients, les éventuels clients, les marchés qu'ils voudraient conquérir. Et ceux qui se débrouillent le mieux, c'est vraiment ceux qui se font un peu mal Je comprends. sur leur approche du business, et qui vraiment mettent les mains dedans, quoi. Et j'ai beaucoup aimé, dans ton interview précédente du DRH de L'Oréal, Jean-Claude Legrand, où il disait ce côté chez L'Oréal, on est des poètes et des paysans. Ouais. Mais c'est vraiment ça. Hmm. C'est-à-dire que, en fait, je pense que c'est le mindset de l'entrepreneur, c'est le poète, celui qui se projette, qui a des rêves, qui voit cette étoile, et en même temps qui a les mains dedans et les pieds dedans, quoi, qui est enraciné et qui va se confronter au réel. Et ça, je pense que c'est ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Et ce sont des entreprises, parce que tu as quand même un bon échantillon avec 10 entreprises, il y a surtout des cofondateurs ou des solo founders? J'ai quasiment, je crois, que des... Enfin, ils sont plusieurs. D'accord. Donc, mais tu penses quand même que c'est quand même beaucoup plus raisonnable de partir à plusieurs. Ouais. Ça, je crois vraiment à la force de l'association. Peut-être que sans hésiter. Sans hésiter. Peut-être que je tomberais sur un où je me dis que seul il peut y arriver ou elle peut y arriver, mais je pense que c'est un sport dur, l'entrepreneuriat, et que du coup, en fait, le fait d'avoir quelqu'un à côté avec qui on va confronter ses idées, avec qui on va se challenger, avec qui on va échanger, qui quand on aura un petit coup de mou va ramer un peu plus fort et tout, c'est primordial. Hein. Je comprends. J'ai une autre question là que j'ai vraiment très envie de te poser. Il y a eu un truc qui s'appelle le Covid. Ouais. Ou la Covid, je sais. Bref, on va pas. Le coronavirus. Voilà. Les étudiants ont flingué leurs études au sens social. Beaucoup, ceux qui étaient à l'école. On dit souvent, nous, qu'on a eu nos meilleures années quand on était étudiant. Est-ce que tu as vraiment vu, toi, le avant et le après? Et est-ce que ça a changé un peu justement le mindset général des étudiants? Est-ce qu'ils ont été, j'aime pas ces mots-là, mais sacrifiés, il y a la génération sacrifiée, etc. C'est quoi ton analyse sur ce qui s'est passé avec le Covid pour les étudiants, le avant et le après? Et est-ce qu'il y a un vrai... parce qu'on parle beaucoup de santé mentale en ce moment. C'est quoi ton avis là-dessus? Alors, je sais pas si je suis le plus légitime pour répondre à ça, parce que il y a évidemment beaucoup d'étudiants sur l'application, mais je suis pas en contact avec eux tous les jours. Mais il se trouve que mon épouse est prof. Donc, d'accord. Elle a bien vu ça de très près, et on n'a pas à le parler. Oui, en fait, le Covid, ça a créé une situation d'isolement, en fait, social. D'accord. Et il y en a beaucoup qui ont souffert et qui, du coup, je pense, ont eu du mal à se remettre dans des projets sociaux, dans le sens d'interaction, et je crois que ça a créé pas mal de solitude et du coup de ce qu'on voit d'angoisse, de problématiques qui ont lié justement à cette santé mentale. Après, nous, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui travaillent via la plateforme, beaucoup d'étudiants, et donc c'est ce genre de choses, c'est difficile à voir à notre échelle. Je comprends. Merci beaucoup. Je vois le temps qui défile, c'est absolument passionnant. Donc j'aurais envie de te garder 1 heure de plus, mais malheureusement on va pas pouvoir. Est-ce que tu aurais un conseil, une suggestion
ou des choses qui te viennent à l'esprit, par exemple pour ceux qui veulent se monter, aux futurs entrepreneurs ou aux gens qui sont en train aujourd'hui de réfléchir à des projets ou qui n'ont pas trop le moral parce que l'environnement est un peu compliqué, que quand tu ouvres un canard, c'est quand même toujours un peu compliqué. Quelques suggestions ou conseils à partager avec ceux qui nous écoutent et qui nous regardent? Alors, la première chose, je dirais que pensez qu'en fait, c'est dans les moments comme ça qui sont un peu durs pour tout le monde que les meilleures opportunités se créent. Puisque, en fait, s'il y en a 10 qui veulent entreprendre, il y en a 8 qui vont ouvrir le journal et qui vont se dire « Ah bah c'est pas le bon moment », alors qu'en fait, c'est le bon moment et donc vous allez rester plus que 2, là où dans les années fastes, il y aura eu 10 personnes. C'est vrai. Et donc ça vraiment, ça crée de... Ça permet de vous distinguer des autres. D'accord. Et ça, c'est une première chose. Et en fait, moi, je le vois plutôt comme un avantage. D'accord. Je pense que c'est vraiment un bon moment pour lancer des entreprises. Même si c'est pas facile, je pense que c'est un bon moment. Et la deuxième chose, et c'est ce que je dis tout le temps, c'est lancez-vous. N'ayez pas peur. Et n'ayez pas peur. Il faut lancez-vous, allez sur le terrain, faites tout pour votre entreprise. C'est-à-dire faites tout, c'est-à-dire prenez tous les rôles. Ne vous dites pas au début, je vais devoir... première chose que je vais faire, je vais embaucher quelqu'un pour le marketing, je vais embaucher quelqu'un pour le commercial, je vais embaucher quelqu'un pour l'administratif. Non, vous êtes entrepreneur, faites tout. Allez sur le terrain et faites le job. Et puis après, allez vous confronter à la réalité de vos clients, essayez de vendre. J'en vois tellement qui sont là à phosphorer pendant des semaines dans des incubateurs, des mois, des années. Souvent, ils ne peuvent pas parce qu'après, il faut quand même travailler. Mettre du beurre dans les épinards. Mais pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ils développent des trucs qui sont super. Ils investissent du temps, ils investissent de l'argent. Puis ils mettent leurs produits dans les mains de leurs futurs clients. Et les gars ils disent, mais en fait, j'ai pas besoin de ton truc. Ben non. Et alors que s'ils étaient allés les voir avec une feuille de papier en expliquant ce qu'ils voulaient faire et qu'ils avaient validé l'idée, le concept, qu'ils s'étaient dit, OK, quand ça sort, est-ce que tu es prêt à me l'acheter? Tu es prêt à signer sur ce papier que tu es prêt à me verser, j'en sais rien, c'est un abonnement, 100 euros par mois pour t'abonner à mon service? Et bah, du coup, ils auraient développé l'application qui va bien et ils n'auraient pas perdu 1 an, 2 ans à Station F. Quoi. Donc, c'est vraiment, lancez-vous, n'ayez pas peur et faites tout. Et aujourd'hui, quand je vois tous les outils qui sortent, et c'est pas par... je pense que Sam Altman, qui est du coup le patron d'OpenAI, qui est l'ancien patron de YC, Y Combinator, qui est l'incubateur le plus célèbre au monde, dit on devrait voir dans les prochaines années la première entreprise valant plus d'1 milliard, valoriser plus d'1 milliard d'euros, donc une licorne, avec un seul employé. Oui, et ça, j'y crois énormément, parce qu'aujourd'hui, avec les outils de l'intelligence artificielle, vous pouvez vraiment à la fois faire ce qu'on appelle du vibe marketing, donc faire tout le marketing par vous-même, vibe coding, faire du code, et donc du coup, ça démultiplie vos possibilités et ça vous permet d'être vraiment l'entrepreneur Shiva qui est nécessaire au début d'un projet. Donc si je récapitule, n'ayez pas peur, c'est le bon moment pour vous lancer. Rien ne vaut une bonne crise pour se lancer. Exactement. Vous allez être moins nombreux et aujourd'hui avec la tech et l'IA, vous allez pouvoir être beaucoup plus solide, beaucoup plus rapide, tout seul et rapide. Beaucoup plus rapide. Faites les choses vous-même et aidez-vous de la technologie. Tout à fait. Écoute, Jean-Baptiste, merci beaucoup merci, Tim. de t'être déplacé. Il y a un truc que je vais te proposer pour finir, si tu es d'accord, c'est qu'on puisse faire un petit module de questions-réponses à ceux qui nous auront écoutés et entendus, parce que ton expérience est quand même assez géniale et il y a peut-être des gens qui ont envie de se lancer et qui ont envie de prendre contact avec toi et de savoir comment tu as fait ou de discuter avec toi pour une petite passe pour ton réseau pour faire avancer les choses. Bien sûr. Bah écoute, merci beaucoup, on va s'organiser ça. Top. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, merci de nous mettre 5 étoiles. On est sur toutes les bonnes plateformes que sont Spotify, YouTube, Apple Podcast et consorts. Merci à tous, à bientôt.